Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Une émission à Bissoto Solo ensemble, ma Soleambo. Malgré la situation, Bandeko, où est le canal Est, les appels des organisations internationales et africaines au cessez-le-feu et au retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Les M23 soutenus par le Rwanda poursuivent son offensive dans l'Est après qu'il s'est emparé de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Mardi 18 février, la cité rurale Kamanyola dans le territoire Walungu, Kamanyola, cité frontalière du Rwanda, est une voie accès à Uvira et au territoire de Fizi, dans la partie sud, est occupée maintenant par les RDF 23. Pendant ce temps, à Uvira, l'armée est là, les FARDC et les Wazalendo. Alors, maintenant, ils ont créé Pagaya Kusaganati, mais FARDC a commis nini moko likolo, donc nini a commis nangwa likolo, ndimite ke batoyo. Parce que maintenant, l'hélicoptère est au matin, toujours bête à bango, donc tu es biqué, moi va avancer les sujets. Alors, tout là dans le débat, bon, tu avances. Timothée Chaombo Soucha, je rappelle que vous êtes chercheur en coopération, en prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain, en Belgique. Comme je l'ai dit dans mon intro, le M23 soutenu par le Rwanda poursuivent leur offensive dans l'est de la RDC. Après Goma, Bukavu, Kamanyola qui est tombé entre les mains de ces agresseurs de la RDC. Je voulais dire, comment vous pouvez expliquer, en tant qu'expert, la rapidité de la progression du M23 et la prise de villes importantes comme Bukavu et Kamanyola? Merci, Madame Kelly. Je vais commencer d'abord par observer ou faire observer ce qui peut être les objectifs du M23. D'abord, penser vers l'Ituri par Beni Butembo, et puis le front sud foncer vers le Grand Katanga. Notre objectif, élargir sa zone d'influence pour commencer à s'autofinancer, parce qu'il faut se dire que l'M23 et AFC ont comme le Rwanda et l'Ouganda comme base arrière. Et que de ce fait, ce sont ces deux pays, ces principaux pays qui leur donnent des moyens, la logistique, en hommes, mais la stratégie telle que le M23 est en train d'adopter maintenant, c'est savoir s'autofinancer, prendre possession de zones minières, de postes frontaliers. Aujourd'hui, ils contrôlent le lac Kivu, et puis toutes les mines qu'il y a. Donc, c'est vraiment une puissance, un acteur important, puissant, qui attire sa notoriété. Maintenant, je dis la crédibilité voudrait qu'on le prenne au sérieux. Ça, c'est le condensé de quelques éléments. N'oubliez pas que Corneille Nangaa, qui n'est pas de l'Est, je veux dire du Grand Kivu, des Grands Kivu, est plutôt de la grande province orientale. Et que donc, foncer vers Lubero, Beni Butembo, je veux dire Beni Butembo, l'Ituri, là où ils vont faire des alliances avec Thomas Lubanga, il y a Kodeko, ne l'oubliez pas, il y a aussi l'ADF. Nangaa voudrait aller chez lui dans sa province, il est de Haut-Touba-Zouélé. Puis, n'oubliez pas que là-bas aussi, il y a des unités spéciales qui sont en Centrafrique, et que donc, plus de 1500 kilomètres de frontières poreuses. Les Séléka qui sont actuellement entretenus par certains mouvements des unités spéciales du Rwanda pourront se joindre avec les troupes de Nangaa pour faire tomber la grande ville de Kisangani. Alors, ils vont prendre possession de Parc Maïko, là où il y a des miliciens non contrôlés. Mais n'oubliez pas que il y a aussi les Mbororo qui sont armés. Et s'il y a un discours de la part de Corneille Nangaa et de ses alliés pour leur donner
la nationalité, le territoire, les adopter comme Congolais, ben, il faut savoir que ce message passera. Donc voilà un peu globalement ce qui peut être actuellement les objectifs qui se fixeraient, que je suis en train d'observer, le M23 se fixer. Alors maintenant, comment est-ce que ils sont arrivés avec autant de facilité? La rapidité avec laquelle ces rebelles avec progressent. Laquelle ils sont en train de faire tomber les territoires. Se posent de questions. Comment vous pouvez expliquer cela? Oui, premier élément, c'est qu'ils ont préparé la guerre. Ils ont préparé avec le Rwanda et l'Ouganda comme base arrière la guerre par les renseignements importants, par l'infiltration au sein de FARDC, un renseignement efficace, actualisé, maintenant des lignes de communication qui interceptent toutes les communications de l'armée nationale. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est que au sein à l'intérieur même de la RDC, il n'y a aucune doctrine, aucune stratégie militaire. Depuis 6 ans que le président Tshisekedi est au pouvoir, vous verrez que même le défilé de 30 juin, qui est une fête de l'armée de l'indépendance, où le chef de l'État communie avec son armée, où on peut, par ce défilé, montrer la dissuasion de la capacité militaire que détiendrait un État, cela ne se fait pas. C'est-à-dire que le chef de l'État, qui est commandant suprême, a pris quelque peu de distance avec son armée, sûrement qu'il communique beaucoup, il a des discours qu'il tient, mais dans les faits, on n'observe pas, malgré cette belle loi de programmation qu'il y a, dans les faits, il n'y a pas une doctrine sécuritaire, militaire, de ce que nous appelons les SSD, sûreté, sécurité et défense de la nation. Deuxième élément, Madame Kelly, très important, c'est que la RDC utilise les centraux de communication de certaines sociétés de télécommunications, dont les centraux se trouvent à l'étranger, notamment au Kenya et au Rwanda. Celui qui contrôle votre communication contrôle votre sécurité. Et donc, chaque fois que les opérations sont organisées, la communication de nos officiers est donc interceptée. Un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État congolais a minimisé les villes qui ont commencé à tomber, notamment Bunagana. Vous verrez qu'il y a la vacuité des décisions des autorités, mais c'est comme si, à la chute de Goma, que tout le monde s'est réveillé. Pourtant, ça fait environ 2 ans que Bunagana est tombé et que la psychologie militaire a été atteinte comment? On leur dit de replier, Bunagana tombe, Tchazoutan, on leur demande de replier. Les militaires ont une psychologie qui est totalement différente à celle des civils. Ils se posent des questions, mais pourquoi nous replions? Nous sommes formés pour nous battre. Et repli stratégique en repli stratégique, et l'ennemi occupe le terrain. Et chaque fois que l'ennemi occupe le terrain, l'ennemi procède à la fois au contrôle des ressources minières, organiser le commerce, mais aussi recruter des hommes, des unités. Parce que n'oubliez pas que l'Ouganda et le Rwanda ont leurs troupes et contrôlent leur pays, mais aussi le peu qu'ils donnent le M23, l'AFC et le M23 doivent recruter lorsqu'ils gagnent des territoires. Et l'élément le plus important qui a déclenché, selon ma lecture, c'est que l'arsenal militaire qui a été déployé à Goma et le commandement, à partir du moment où le général qui était Chirimwami Paix à son âme, qui était gouverneur militaire, a été atteint, au moment où le commandement a pris la fuite, il y a eu des bagarres. Une fois de plus, la psychologie militaire qui était déjà atteinte par les différents replis stratégiques, les militaires sont restés eux-mêmes à leur compte, alors qu'il n'y a pas eu de stratégie, je l'ai soulevé, de la part de FARDC, parce que le M23 a systématiquement et stratégiquement bloqué toutes les issues, je veux dire toutes les sorties par terre, contraignant l'armée nationale à aller vers le lac, alors que le Rwanda, vous vous rappelez, le Rwanda a, à travers ses missiles balistiques, etc., le Rwanda contrôle 200 km à vol d'oiseau, c'est-à-dire que tout vol militaire qui pouvait faire un mouvement au moment où le M23 devait attaquer Goma,
le Rwanda devait abattre ces avions. Donc l'aéroport de Goma était inutilisable. Parce qu'à partir de... Parce que j'avais dit une autre fois que Goma ne peut plus être une base. Goma, c'est vraiment une zone de guerre, mais qu'il fallait mettre la base arrière à Kisangani, à Kindu, à Lodja, mais aussi à Bukavu. Alors, après tous les éléments que vous venez d'énumérer, Timothée Tchaombo Soucha, les auditeurs, les internautes sont nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Kapi. Et Alex qui vous pose la question de savoir si on peut conclure que le gouvernement a une part des responsabilités dans la dégradation de la situation sécuritaire. Mais totalement, l'armée nationale, le gouvernement, commençant par les commandants suprêmes, porte entièrement la responsabilité. Il y a même la disparité, parce que ce que j'ai failli oublier, c'est que il y a grogne au sein de l'armée. Grogne à quel niveau? C'est qu'on a traité les sociétés militaires privées, qu'on appelle vulgairement les mercenaires, mais ce sont des sociétés militaires privées, qui sont surpayées. Ils sont payés à des milliers de dollars. Alors que le militaire congolais qui se bat, lui, n'a pas grand-chose. Deuxièmement, on a commercialisé l'armée nationale. Poser la question, et l'IGF, l'inspection générale des finances, ne peut pas mettre son nez dans ces affaires-là, mais qui est chargé d'acheter des armes? C'est les proches du chef. Et qui sont chargés d'acheter les équipements, les tenues militaires, les tenues policières, leurs bottines. Des petites sociétés se sont créées pour se partager le marché. Alors que traditionnellement, nous savons que l'armée a tous les départements, y compris le département de la logistique, etc. Et cela, effectivement, l'État congolais porte l'entière responsabilité. Alors, on a toujours dit que l'armée nationale de la RDC compte environ 150 à 200 000 hommes. Ben, où sont-ils? Là encore, il fallait vous référer au rapport du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Eliao, qui a parlé des effectifs, des fictifs, des militaires fictifs. Mais c'est des millions de dollars qui s'évaporisent par ces militaires fictifs et qui ne sont pas désactivés du système parce qu'ils sont toujours payés. Donc, en réalité, tout ce qu'on a dit sur l'armée nationale, que c'est une 8e en Afrique, etc., c'est que des paroles. Ça se vérifie pas sur le terrain. On vous garde encore dans cette émission, Timothée Tchaombo Soucha. On doit donner la parole aux autres intervenants. Avec nous dans cette émission, Fidèle Ayou Loumeya, vous êtes professeur et expert en transformation des conflits. Vous avez été l'invité du Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter la situation de la région des Grands Lacs. Comment vous expliquez, comment vous pouvez expliquer cette situation malgré les appels de la communauté internationale, des organisations africaines pour un cessez-le-feu et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais? La rébellion fait la sourde oreille. Rien n'est respecté. Elle continue à conquérir des localités et des villes. Comment on peut expliquer cette situation? Merci, Madame Kelly. Je crois que notre frère qui a parlé avant, M. Timothée, a décrit l'état actuel qui fait que la rébellion puisse avancer tout bonnement, parce qu'il n'y a rien pour la retenir. Et cette rébellion, comme l'a dit M. Timothée, n'a pas commencé à Bukavu ou bien à Ovira. Son point de chute est Kinshasa, s'il faut entendre, suivre ce que son leader est en train de dire. Elle a commencé très loin vers les Rutshuru. Donc, il n'y a rien qui peut la retenir. Alors, ce qu'elle fait, c'est comme l'eau qui coule. Quand il n'y a rien pour retenir l'eau, elle ne fait que couler elle regarde la pente. Et c'est ce que la rébellion est en train de faire. C'est une rébellion
qui est là pour prendre le pouvoir et diriger. Donc, avec cette motivation, il n'y a rien qui la retient, elle vient pour prendre le pouvoir. C'est tout à fait normal. Et on peut bien dire qu'il n'y aura qu'un seul mouvement à faire, c'est la retenir. Et la retenir, c'est avec la force militaire. C'est dommage que je puisse parler d'une force militaire parce que je suis d'obédience de la transformation des conflits. Nous ne pouvons pas faire la promotion des militaires. Mais c'est à cause de ce qui est en train de se faire et de savoir que l'autre alternative à la paix doit être ce que la rébellion est en train de proposer. Soit on la propose la paix, c'est ce que les catholiques et les protestants sont en train de dire, mais ça prend du temps. Dans le cas contraire, elle ne fera qu'avancer jusqu'à prendre le pouvoir, parce que ça, c'est son objectif. Et l'autre force qu'il faut considérer ici, pour la retenir, est que l'armée joue son rôle, parce que le rôle de l'armée est de protéger le pays quand le pays est en danger. Et cette protection-là, c'est ce que l'armée ne fait pas. Quand elle fuit, comme vous l'avez décrit dans votre introduction, elle fuit partout, elle part. Bon, tout ce qu'elle fait, c'est de laisser l'ennemi avancer et prendre le pouvoir. Parce que l'ennemi ne vient pas pour autre chose. Elle vient pour prendre le pouvoir. Alors, on va dire que l'armée fait un repli, selon les autorités militaires, c'est un repli stratégique que l'armée fait. On ne peut pas dire que l'armée fuit, Monsieur Louméa. Bon, c'est un terme qu'on a entendu depuis Bunagana. Hier j'ai discuté avec un ami qui est un lieutenant qui a terminé à l'école de formation des officiers à Kananga. Il est de l'EFO. Je lui ai demandé de m'expliquer, quand il étudiait à l'EFO, est-ce qu'il y avait un cours où on l'a appris qui s'appelait reprise stratégique. Bon, il m'a dit, écoutez, il faut poser la question à monsieur le ministre à la communication. Mais je lui ai dit, non, mais toi, tu as fait les faux. C'est que tu dois nous expliquer, nous autres, ce que ça signifie reprise stratégique. On s'est fatigué de ce terme-là. En réalité, comme l'a dit M. Timothée, c'est des couloirs vides qu'on laisse. Le repli stratégique, c'est-à-dire que vous essayez de vous retirer de l'endroit où vous avez estimé les dangers. Et comme le disent les militaires, nous sommes venus pour nous battre et non pas pour des replis stratégiques. Et si tu parles avec les militaires congolais, ils ont une expression qu'ils appellent Bangista Mukwa. Et ça c'est une explication que vous disent les militaires. Il ne fuit que lorsque les commandants trouvent que je ne peux plus tenir, ils demandent aux hommes des troupes de fuir. Donc, eux fuir ton os. C'est ça le repli stratégique. Alors, et vous allez jusqu'où? Parce qu'à la fin, le sud où vont tous ces mondes se retirent, c'est le fleuve. Il y a le lac Tanganyika. Ils vont se replier jusqu'à se jeter dans le lac Tanganyika ou bien où? Parce que là, ils arrivent à la frontière avec le Burundi. Ils vont se replier jusqu'où? C'est une logique qui n'a pas de sens. Il n'a de sens que lorsque vous fuyez. Professeur
Fidèle Lumea, l'appel au cessez-le-feu et retrait des troupes rwandaises du territoire congolais semble ne pas être entendu par les rebelles. Quelles sont, selon vous, quelles pourraient être, selon vous, les actions concrètes qu'on peut envisager pour faire pression sur les M23 soutenus par le Rwanda pour que ces derniers puissent exécuter ou se retirer du territoire congolais? Oui, il faut, premièrement, j'écrivais cela hier quelque part, où je parlais des sanctions ciblées. Et je suis content que hier, je crois, le ministre aux Mines est venu avec des approches qu'il fallait faire dès le début, et ce n'est pas tard. Dans les sanctions ciblées, hier, le ministre est venu et il a présenté une carte des mines. Où est-ce qu'on le prend au Congo et comment on les achemine au Rwanda. Et ça, c'est déjà une bonne approche. Donc, les sanctions ciblées, qu'est-ce qu'on va cibler ici? Comme les Rwandais cherchent à couvrir son économie. On a un petit souci avec votre connexion, professeur Fidèle Lumea. On va essayer de vous rappeler pour améliorer la qualité de la ligne. Vous intervenez depuis les États-Unis. Achille Kapanga, avocat, analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité. Vous êtes en ligne? Oui, madame, je suis en ligne, madame. Alors, Achille Kapanga, comment vous expliquez cette rapidité avec laquelle les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont en train de progresser? Je salue d'abord tous les auditeurs de notre chère radio. Je salue les co-débatteurs Lumea et Timothée. Je pense qu'il faut se poser cette petite question avant d'aller très loin. La guerre qui est en face de nous a quelles caractéristiques? Politique, économique, sociale, expansionniste, militaire ou quoi? Il faut d'abord qu'on comprenne les causes de cette guerre-là. On ne peut pas soigner une maladie qu'on n'a pas bien diagnostiquée. Aussi longtemps que nous serons en train de crier, de parler, ça pour autant chercher à comprendre réellement les causes de cette guerre, on sera dans des distractions inutiles. Alors, puisque vous parlez des causes, quelles sont, selon vous, finalement, les motivations du M23 et soutenues par le Rwanda, voilà, dans cette nouvelle offensive, Oui, en principe, quand vous suivez les communications, que ce soit celle du chef de l'État ou bien du gouvernement, des diverses autorités, on ne fait qu'accuser le Rwanda de pillage de nos ressources minières, occupation de nos terres. C'est ce que tout le monde a toujours parlé quand vous suivez les autorités du pays. Mais nous pensons que la guerre là n'a pas commencé seulement avec l'M23. C'est depuis la FDL que nous sommes en train de vivre ce même cycle. Alors, qu'est-ce que notre pays a pris comme précaution pour éviter que cette situation-là arrive à ce niveau-là? J'ai suivi quelques notions que M. Timothée a exposées, elles étaient bonnes, mais moi je vais ajouter une chose très importante. La succession des forces étrangères dans notre pays. Pourquoi nous avons laissé pendant longtemps beaucoup de forces entrer dans notre pays, comme on le voit aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, au Nord Kivu, nos amis, nos frères ougandais qui entrent, peut-être ça même, aucune consigne. Bon, pourquoi nous avons laissé notre armée être dans cette situation-là? C'est ça la cause. On était dit, non, ce pays, c'est un pays qui est convoité, nos minéraux sont convoités, on veut peut-être occuper nos terres, mais comment nous devons nous préparer à constater pour éviter que ces gens-là viennent nous faire du mal? Mais on n'a pas pu prendre aucune disposition par rapport à ça. Et voilà les conséquences. Vous savez, pour combattre, il y a 3 éléments très importants. Il faut d'abord que la motivation soit là. Les militaires doivent avoir la motivation. Donc, comme on dit, moral les alicolo. C'est d'abord ça.
À cela doit s'ajouter maintenant l'effectif. Est-ce que nous avons un effectif qui correspond à la guerre? Parce que comme elle a dit un ami, j'avais suivi un jour, vous savez, qui disait que quelqu'un qui vous dit qu'il a 1000 militaires, quand vous allez contrôler, il n'y en a que 100 ou bien 50. Or, l'argent sort pour tous ces 1000 militaires-là qui n'existent presque pas. Le troisième aspect, c'est l'équipement. Est-ce que nos militaires sont équipés? Parce qu'aujourd'hui, il y a des armes de dernière génération qui sont en train d'être vendues. Bien sûr, on a vécu un embargo, beaucoup d'histoires là. Mais quels sont les efforts que notre pays a fournis pour que nous puissions avoir un armement de dernière génération qui puisse faire face aussi à l'ennemi? Voilà les aspects très importants sur lesquels notre armée ou notre république devait se baser. J'ai suivi quelque part, on a même parlé de tenues militaires qui se font acheter par des civils. Comment expliquer que nous avons un bureau de logistique, mais vous verrez que ce sont les civils qui sont achetés les matériels militaires. Donc, il y a une sorte de négligence annoncée et l'ennemi en a profité. Et c'est là où il y a les dangers, puisque les armées étrangères, quand elles viennent au Congo, elles nous étudient, elles voient comment nous fonctionnons, et la voient facilement, simplement, non, voilà le point faible de la RDC. Donc, aussi longtemps que les trois aspects-là ne sont pas bien étudiés, la motivation des militaires, est-ce que les militaires, leur ration arrive réellement, leur prime arrive réellement, et si la prime est là, elle est de combien? Pour que les militaires se disent, non, en tout cas, cette fois-ci, je suis engagé, je suis déterminé. Est-ce que les effectifs sont là réellement? Est-ce que les équipements sont là? Ce sont des questions profondes. Je pense que notre République doit répondre à ces questions-là. Mais par rapport à l'avancée là, si nous devons rentrer dans les thèmes, madame, vous avez bien dit que il y a des appels à la cessation de cesser les faits, beaucoup d'histoires là, mais les Rwandais et ses alliés ne respectent pas. Qui donne les armes aux Rwandais? Est-ce qu'au Rwanda, il y a une usine qui fabrique les armes sophistiquées? Nous pensons non. Il faut que se dise ouvertement. Les armes viennent de quelque part. Vous avez suivi la réaction du Rwanda par rapport à la Belgique. Donc, les Rwandais aujourd'hui se voient déjà au-dessus. Parce qu'il est soutenu par des pays qui dirigent ce monde. Alors, notre diplomatie devait aussi jouer autant. Il ne fallait pas laisser les Rwandais monter à flèche diplomatiquement et nous sommes en train de nous embrouiller avec les antivaleurs. On a laissé les Rwandais monter à flèche jusqu'à atteindre le niveau où ils commencent à répondre d'une manière belliqueuse à la Belgique. Donc, brièvement, si nos militaires sont en train d'être décédés, ce sont les questions qu'on doit se poser aujourd'hui au sein de notre armée. Pourquoi les militaires ne veulent pas combattre? Une ville comme Bukavu, on doit abandonner l'aéroport de Kavumu, on doit abandonner les armes, les généraux doivent disparaître et on laisse les militaires sans combattre. Pourquoi ça? L'occasion pour moi de dire au chef de l'État, il faut maintenant qu'il prenne des dispositions par rapport à certains officiers. Donc, il y a des gens qui sont au bureau à Kinshasa, mais ils veulent commander la guerre en état à Kinshasa. Donc, la guerre se commande sur le terrain. Donc, brièvement, madame, si l'ennemi est en train d'avancer, il faut que notre gouvernement, notre armée se mettent et on se pose des questions. Pourquoi les militaires ne veulent pas combattre? Il y a quoi? Et moi, ma réponse est simple. C'est plus que peut-être ces trois éléments que j'ai pu développer ici, la motivation, l'effectif et l'équipement feraient défaut. Et il faut maintenant que notre gouvernement raisonne sur ces points-là, c'est très important. On va ouvrir notre standard pour donner la parole aux auditeurs qui sont très nombreux à nous suivre à travers toute la RDC, direction Bukavu, dans la province du Sud Kivu, pour écouter cet auditeur. Je suis Franklin Matumaini. Je vous appelle depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Les appels au cessez-le-feu des organisations internationales est une diversion. Cette situation nous pousse à une question principale qui demeure sans réponse. Comment des militaires paniquent et abandonnent les entités avant même l'arrivée des ennemis? Ils quittent toutes les entités et les éléments du M23 entrent sans problème et la panique commence bien avant. Qu'est-ce qui peut justifier cela, car nous ne comprenons rien de cette guerre qui sans doute reflète la complicité et trahison qui règne dans l'armée, la classe politique et classe sociale. Comment un militaire peut se filmer en pleine fuite? Comment un militaire peut fuir comme ça au vu et au su de la population, semant une panique générale dans la population? Au juste, qu'est-ce qui justifie cette panique dans les chefs de nos militaires?
Alors, Timothée Tshombo Soucha, il n'est pas le seul à se poser ces genres de questions. On a suivi Maître Achille qui a essayé, selon lui, à répondre à cette préoccupation. Pourquoi cette attitude de l'armée? Il a parlé notamment de la motivation, manque d'effectifs et manque d'équipement. Cet auditeur parle des trahisons qui règnent au sein de l'armée, de la classe politique et même la classe sociale. Comment vous réagissez? Oui, Franklin a totalement raison. Il faut dire que au-delà de la trahison, qui est évidente au sein de notre armée, parce qu'il faut savoir que dans cette armée, vous avez des officiers qui sont affairistes, vous avez des officiers qui sont très bien formés, mais qui ne sont pas très bien utilisés sur le terrain. Donc, au-delà de cette trahison, il y a aussi l'impréparation. L'impréparation de nos troupes. Pour avoir une bonne armée, ça prend de 5 à 15 ans. Donc, c'est pas des gens que l'on forme pendant 3 semaines, 6 mois, qui sauront aller au front pour développer l'esprit d'unité. L'armée, c'est le corps. Alors, un autre élément, madame, qui est très très important, c'est que les organisations que vous voyez, qui n'ont pas répondu, dont le M23 n'a pas répondu, notamment l'Union africaine. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union africaine qui est financée à 80% pour son fonctionnement par l'Union européenne? L'EAC est une base arrière du M23. Voilà. Et comme l'auditeur l'a dit, et même mon co-débatteur, la guerre se situe au niveau et je l'ai dit tantôt aux étudiants, que la situation dans les Grands Kivu et en RDC en général, c'est que si l'Occident a accepté de perdre le Sahel, l'Occident n'acceptera pas de perdre la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs au regard des terres rares, des métaux rares, qui rentrent dans les nouvelles technologies civiles et militaires. Aujourd'hui, Taïwan, Chine, les États-Unis se battent sur notre sol. D'une part, BRICS, Chine, Russie, l'Inde, Brésil, contre les institutions de Bretton Woods dirigées par l'OTAN, attendu l'Union européenne et les États-Unis. C'est cela le contexte. Et face à cette situation, un État comme la RDC doit développer, comprenant le renouveau de la géopolitique, développer une doctrine de l'armée, des stratégies opérationnelles, former en conséquence son armée. Mais cela n'est pas fait. Cela n'est pas fait en réalité. C'est pour cette raison que nos militaires sont en train alors, il y a eu, perdre le terrain. Timothée Tshombo, il y a eu, on a demandé le cessez-le-feu, le Rwanda doit se retirer du territoire congolais. Du côté de la RDC, selon les autorités congolaises, on respecte les recommandations du Conseil de sécurité et même de l'Union africaine. Voyons que les M23 et le Rwanda ne respectent pas cela. Pourquoi ces organisations ne peuvent pas prendre des sanctions concrètes contre le Rwanda qui appuie le M23? Beaucoup de Congolais se posent cette question. Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Il n'y a pas de sanctions parce que ces organisations internationales appartiennent à l'obédience de l'Occident, en fait, des institutions de Bretton Woods qui se battent contre les institutions de BRICS, à savoir la Chine, la Russie et les autres. De deux, nous sommes dans un contexte de rapport de force. On demande de cesser le feu, mais je peux refuser votre demande, madame. Vous appelez au cessez-le-feu, mais je peux refuser le cessez-le-feu. Et vous verrez que l'État congolais est mis au même niveau que le M23 et l'AFC, où on vous demande de cesser le feu. Et très vite, l'État qui devait, lui, n'est pas obtempéré, vite, l'État congolais observe de cesser le feu, mais le Rwanda, non, pour ces deux raisons. Il a ce qu'on appelle actuellement, pas actuellement, le professeur François Tchoua le disait, contrôler pour contrer. Le Rwanda nous a contré un contexte d'affaiblir notre armée, de prendre les territoires. Maintenant, il est en position de force avec ses poulains du M23. Merci. Et le Rwanda est soutenu par l'ensemble de la communauté internationale. C'est cela la réalité. Merci Timothée. On va aller cette fois-ci à Kolwezi pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Cette situation prouve à la face du monde que la guerre d'agression qui traverse la RDC aujourd'hui divise la communauté internationale sur une position concrète et commune que celle-ci doit prendre. Et rien ne semble arrêter le rebelle de M23 dans l'ère avancée. La responsabilité revient maintenant à Kinshasa qui doit définir la suite des événements. C'est soit une négociation directe avec le M23 ou la guerre totale contre ces derniers. Il faut des actions fortes pour contenir le M23 au cessez-le-feu. Professeur Louméa, vous êtes en ligne? Je suis là. Alors, vous avez suivi cet auditeur qui nous suit depuis, qui nous appelait depuis Kolwezi dans la province du Lualaba, qui pense qu'aujourd'hui la communauté internationale est divisée sur la question de la RDC. Pour lui, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est soit accepter le dialogue, soit faire la guerre au M23 et les déloger du territoire congolais. Alors, on va insister beaucoup sur les sanctions de la communauté internationale. Hein. Voilà, c'est comme l'a dit cet auditeur, communauté internationale divisée sur la question de la RDC. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour arriver à mettre tout le monde d'accord et que le pays agresseur de la RDC soit sanctionné? Merci. Nous avons déjà, nous pouvons tabler sur ce que le Congo est en train de faire. Sur le plan sanctions, le Congo est en train de pousser avec les voies diplomatiques. Parce que le président et la communauté, la communication du président nous ont dit que nous avançons avec le plan militaire, nous avançons sur le plan diplomatique et puis nous avançons aussi sur le plan politique. Jusque-là, sur le plan pilier, nous n'avançons pas sur le plan militaire. Et là, les piliers boitent. Mais sur le plan diplomatique, il y a des sanctions qui marchent. Et des fois, ça prend du temps. Mais il faut ici que la machine des sanctions soit vraiment bien mouillée. Il faut qu'on mette de l'action là-dessus. Et nous voyons déjà que ce qu'on est en train de faire avec la ministre des Affaires étrangères, ça marche. On ne doit pas minimiser cela. On a avancé sur le plan diplomatique. Et les pays qui ne pouvaient pas citer les noms du Rwanda, les citent. Maintenant, il faut avancer avec les sanctions sur le plan économique. Et je le disais déjà avant, que le ministre des Mines a commencé déjà à montrer comment il faut le faire. Qu'il faut mettre les métaux du Congo doivent être identifiables. Que tout ce qui sort du Congo doit avoir une certaine identité qu'on doit retrouver, comme on l'a fait avec les Libériens, avec les diamants du sang. Donc, nous devons, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut vraiment que cette machine-là, qui doit travailler sur le ciblage des métaux, le fasse très fort, très vite, pardon. Donc, sanctions diplomatiques et puis les sanctions économiques. Sur les économies, nous voyons déjà que les sanctions ciblent les métaux qui viennent du Congo en les identifiant. Et il faut chercher encore là où le Rwanda est vulnérable. L'autre vulnérabilité du Rwanda, c'est aussi la population. Il faut maintenant que la communication du Congo cible aussi comment il faut parler aux Rwandais. Leur montrer que les maisons qu'ils habitent, les véhicules qu'ils utilisent, que l'argent
sur lesquels ils vivent, avec lesquels ils vivent, vient de la tricherie. Et ça doit être le message que le département de la communication du Congo doit articuler et puis le faire véhiculer. Merci, donc, professeur. Merci, professeur. On vous redonne la parole pour la conclusion. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Ça, je vous appelle ici à Kinshasa. Le non-respect aux appels des organisations internationales et africaines par les M23 en complicité avec l'armée rwandaise nous prouve que tant qu'il n'y a pas de sanctions rigoureuses ni leurs interventions contre ces rebelles, c'est ce qui fait que l'ennemi continue avec son chemin. Personne n'ignore que ces organisations ont le pouvoir de mettre un terme à cette guerre ou soit faire face contre ces rebelles. On comprend maintenant les degrés de l'hypocrisie que jouent ces organisations contre mon pays, la RDC. Alors, Maître Achille Kapanga, alors il faut trouver des solutions aujourd'hui par rapport à cette crise dans la partie est de la RDC. Quelle pourrait être, on va toujours insister sur les pistes de solutions pour parvenir à un cessez-le-feu durable, un règlement de ce conflit. Alors qu'est-ce que vous proposez par rapport au règlement de ce conflit dans la partie est de la RDC? Comment mettre fin à cette guerre? Merci beaucoup, madame. Je pense qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. On disait bien qu'il fallait parler avec Nanga, l'écouter et comprendre de quoi il s'agissait. Une petite source peut devenir une grande rivière quand vous ne voulez pas bien l'entretenir. Donc, on prenait la question de l'Est avec un peu de dédain, un peu de mépris. Mais aujourd'hui, vous montrez la dimension que ça a pris, ça coûte cher à la République. Les matériaux qu'on a laissés peut-être à Goma, là-bas, que l'ennemi a récupéré, les matériaux qu'on a laissés à Bukavu, que l'ennemi a récupéré, tous ces matériaux-là, c'est l'argent de la RDC qui part comme ça. Comme ça, comment allons-nous toujours continuer à perdre nos matériels, à perdre nos hommes, pour des questions qui peuvent être réglées peut-être politiquement? Moi, je pense que, je l'avais dit un jour, depuis qu'il y avait divorce FCC Cash, le pays a semblé avoir des cas opposés qui n'ont pas été de la République. Et même nous ont montré qu'ils faisaient un mariage pour gérer le Congo. Mais ils ont divorcé, nous les a pas, voilà notre sort aujourd'hui. Nous pensons que si les politiciens de la RDC aiment les Congolais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Rwanda soit... c'est vrai que la RDC a présenté beaucoup d'effets, ce pays a agressé la RDC, a soutenu la rébellion du M23, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement toutes les grandes puissances arrivent à trouver, à sanctionner le Rwanda pour la violation du territoire congolais? C'est vrai, il y a un auditeur ici qui a conclu que la communauté internationale d'aujourd'hui est divisée sur la question de la RDC. Mais comment pousser cette communauté internationale, l'Union africaine, à faire justice à la RDC par rapport à ce conflit? Oui, madame. Moi, je pense que nous avons trois dimensions importantes. La RDC aujourd'hui, sur le plan international, quelle est la valeur de la place qu'on donne à notre pays? C'est d'abord ça la grande question. Sur le plan international, quand on parle de la RDC, quand on parle des Congolais, comment il est estimé, comment il est jugé? Sur le plan sous-régional, les autres États là, nous considèrent comment? Par rapport à nos attitudes, par rapport à nos façons d'agir. Et nous maintenant, à l'interne, comment nous nous considérons? Est-ce que réellement les Congolais respectent les Congolais? Et pays où tout se fait sur les réseaux sociaux, tout est négligé presque. Tout est vendu sur les réseaux sociaux. Même les stratégies militaires sont vendues sur les réseaux sociaux. Les trahisons naissent du matin au soir. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'abord, nous, Congolais, nous dire en face que non, nous devons nous dire certaines vérités et éviter chaque fois de tromper la population, mais d'amener des populations à la distraction. Alors, ce sont les destinataires de ce pays qui ont la matière. Lorsque vous dites nous, Congolais, nous devons nous dire des vérités en face, ça sera dans quel cadre? Il y a plusieurs cadres qui existent. Moi, j'ai toujours regretté le comportement du Parlement.
Le pays est comme s'il n'a pas un parlement. Vous savez quand même des parlementaires, il y a la commission des sages, il y a plusieurs commissions au niveau du parlement. Mais je n'ai jamais senti ces commissions faire quelque chose. On a le Sénat là-bas. Que font les sénateurs? C'est ça la sagesse du pays. Les sénateurs font quoi? Donc les gens doivent seulement attendre à la fin du mois, on leur donne l'argent et pas c'est ça le travail pour le pays. Non. Ce sont des qui devaient prendre même si on a devant les évêques aujourd'hui et les pasteurs. Ça devait être l'initiative des sénateurs et des parlementaires. Comment on peut laisser à Ambongo et son équipe à chaud le travail que les sénateurs devaient faire? C'est ça la faiblesse. On a même vu ça avec l'IGF. Donc les parlementaires, au lieu de contrôler les institutions du pays pour une bonne rentabilité, c'est l'IGF qui a maintenant remplacé les parlementaires. Donc c'est comme si nos institutions ne savent pas leur rôle. Et c'est là le danger. Il faut que les autorités s'assument d'abord. Si on ne sait pas s'assumer, madame, on ne fera rien du tout. Merci. Donc c'est ça la grande question. Le Parlement doit jouer son rôle. Il y a des commissions qui sont là-bas, qui doivent jouer de grands rôles. Je dis que le rôle que sont les personnes de jouer, ça c'est le rôle du Sénat, de notre Sénat. C'est la sagesse du pays. Quand la sagesse du pays ne peut pas son travail, voilà, ce sont les prêtres qui récupèrent le travail des sénateurs. Merci, Maître Achille. Timothée Tchaombo Soucha, nous sommes là à la fin de notre émission. Hein. Comment mettre fin à cette crise? Qu'est-ce qu'il faut? Ou à cette guerre? Cette crise va prendre fin par un dialogue que le président Tshisekedi a signé le communiqué SADC-EAC par la première ministre. Donc il faut aujourd'hui qu'il s'adresse aux Nations Unies, à l'Union Européenne, à ses pairs de ces organisations sous-régionales et régionales, donc l'Union africaine, qu'il est prêt à dialoguer. Si ce n'est pas le cas, au regard du contexte... Dialoguer avec le Rwanda ou dialoguer avec le M23? Le dialogue se fera à deux temps. Avec le Rwanda va retirer ses troupes via les institutions internationales, mais le M23 regorge des Congolais à l'intérieur qui vont rester contrôler quasiment la moitié du pays. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut parler avec ces Congolais-là qui contrôlent une partie du pays parce que la souveraineté de l'État n'est plus au complet. Donc il y aura un dialogue où soit le président de la République, l'État congolais donc, doit multiplier ses contacts afin d'avoir des alliés qui pourront imposer la reconquête des territoires par la force. Ce que je semble être dubitatif parce que Félix Tshisekedi a échoué de représenter une alternative face à Paul Kagame. C'est ça les rapports du premier ambassadeur des États-Unis en 2019. Félix Tshisekedi ne représente pas l'enjeu sous-régional. C'est pour ça qu'on continue, l'Occident continue à soutenir Kagame, faute d'un leadership crédible à Kinshasa, par qui tout le monde pouvait venir par la grande porte pour prendre des minerais à cause, effectivement, de la mauvaise gestion, tous les scandales de détournement qu'il y a tous les jours. Il n'y a pas confiance. Voilà pourquoi les auditeurs qui disent que la communauté internationale est divisée, non, elle n'est pas divisée. Parce qu'il n'y a aucune contrainte contre le Rwanda, aucune contrainte jusqu'à présent, parce que moi je veux les faits. Merci. Mais il n'y a pas d'alternative à Kinshasa. Merci. Donc, Timothée Tchaombo Soucha. Professeur Louméa, votre conclusion? Ma conclusion est que je demande qui est au niveau du pays une enquête parlementaire que j'appelle une enquête parlementaire vérité et demande de responsabilité. Donc, qu'on vienne demander au président, je sais que c'est un peu difficile parce qu'il contrôle avec l'UDPS, il contrôle presque le Parlement. Mais on peut demander à ce que le président vienne expliquer à l'Assemblée la gestion de la guerre.
qui a fait quoi et pourquoi on a perdu. Parce que nous avons 130... On n'a pas perdu. Le FRDC se bat sur le front. D'ailleurs, ce soir, il y a certaines localités qui ont été récupérées par l'armée. Professeur Louméa, alors, en parlant des mettre fin à cette guerre, qu'est-ce que vous proposez? En 2 phrases, hein, parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Oui, je demande à ce qui est un projet de soutien aux militaires que j'appelle la dividende de la paix. Ici, ça va constituer à augmenter le salaire des militaires et à les équiper. Donc, dividende à la paix, donner aux militaires les moyens qui leur manquent. Notre ami avait souligné c'est... L'armée, c'est le cœur du pays. Donc, si on ne sait pas entretenir le cœur de l'homme, c'est que l'homme ne va plus vivre. On doit éviter de mettre... Décidément, les lignes téléphoniques ne nous facilitent pas la tâche aujourd'hui. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Alors, Bandeko Tolandi Bisoyo ce débat. Rwanda, à partir à Wana, a un missile à 200 km. À partir placé à Zali, na Rwanda, alors maintenant, situation de Komekoma et cause de Soubasti. Parce que quand mana nini, alors erreur salamaki ya basudo batikalaki 123 jokiban, mais baye mitema na bangote. Et bela basoda wana bayebi ke tozana maboka munguna. Ba osala bango semblant mais yeba ki bakubunda pendate nde bazalaki na FARDC. Mais bazala souci pas c'était laissé comme ça, c'était brusque parce que ndenge ba Rwanda ba kotela ki bango na Gisenyi et sala epena mawatu. Ba nyonso bazomona nde armée rwandaise bazokota. Ba uti Rwanda bakoti. Alors, renfort ne kota ki na Goma et pesa kitoko. Ba konzi mususu baza pour le moment na kati ya MONUSCO. Nde toloba awa et une partie armée ba kenena bango baza na MONUSCO. Déjà moi situation difficile. Moi ceci tout ça. Mais ce qui est bon et ça qui Sud Kivu ba missile à Kagame koma kunati. On va continuer à bombarder na Sud Kivu pour tout récupérer mes Bukavu et tout ça. À Koma Kunati. Voilà ce qui se passe. Ndeto landi bango na solo et tout ça. Mais au senga qui biso nyonso. Levons-nous ensemble pour tout avancer et puis tout bunda pour les pays. Ce qui se passe pour le moment, Toyoki biso nyonso débat. Bon. Et ça va commenter l'opinion à mutu na mutu. Ce n'est pas dit que on se bomba lobby est la vérité, mais il y a un message contredit dans bomba lobby. Tu yebete, analyse soignant sur mutamuta so pesa ndengenai. Alors, donc si quoi est comme étant RDC va préparer une nouvelle stratégie plan B tout le monde a passé 100 hélicoptères de combat na ba avion de chasse. Et ça m'a rapport à biso. Alors je sais bien que dans le Sud Kivu, tu peux dominer, peut-être quoi avancer. Alors, Banamoka, donc on a bino. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Oyo. Au revoir, à la prochaine.